Quand on se lance en data science, ça fait peur. Il y a des tonnes de définitions à savoir qui mélangent à la fois des concepts poussés en informatique et en mathématiques. Le job du data scientist est de créer des modèles permettant de résoudre automatiquement des problèmes de la vie réelle. Il existe un grand nombre de modèles, dont certains sont tellement complexes qu'on n'arrive pas à comprendre comment ils prennent leurs décisions. Dans cette série de vidéos, nous allons commencer simple et apprendre à utiliser le modèle le plus simple du machine learning. Ce modèle se nomme les K plus proches voisins, ou en anglais K nearest neighbors, et la plupart du temps on utilise seulement le sigle KNN. Ce modèle repose sur une théorie simple à comprendre. Des phénomènes qui ont un comportement proche auront sûrement des caractéristiques proches. Même si ce modèle est simple, ça ne le rend pas inutilisé ou non performant. Justement, cette simplicité le rend simple à utiliser, mais aussi à expliquer, ce qui fait de lui un algorithme très utilisé. Pour vous aider à maîtriser cet algorithme, je vous ai créé 3 vidéos. Une première vidéo dans laquelle je vous explique toute la théorie qui se cache derrière cet algorithme d'apprentissage. Dans la deuxième vidéo, on va coder from scratch avec Python cet algorithme afin d'être sûr de bien comprendre. C'est pour moi la meilleure manière de bien comprendre un algorithme. Bien qu'important d'un point de vue pédagogique, il ne faudra pas utiliser ce code pour entraîner vos modèles dans un contexte professionnel. Pour cela, vous avez des bibliothèques comme scikit-learn. Et c'est justement le sujet de la dernière vidéo. Dans cette dernière vidéo, on va utiliser le KNN avec scikit-learn et je vais surtout vous expliquer à quoi servent tous les hyperparamètres et les paramètres disponibles dans scikit-learn afin que vous soyez capable d'entraîner les modèles les plus performants possibles. Si suivre cette formation via YouTube n'est pas la manière la plus agréable pour vous, j'ai créé une version web de cette formation, découpée de la même manière, théorie, implémentation et utilisation de scikit-learn. Vous pouvez avoir accès à toutes les ressources, que ce soit les supports de formation ou les notebooks, directement en description ou sur la partie formation du site. Si cette formation vous est utile, aimez la vidéo, abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me faire des retours, ça fait toujours super plaisir de les lire et ça me motive à continuer la création de ce type de vidéos. Sur ce, c'est parti, let's go pour commencer la formation. Dans cette vidéo, vous allez découvrir toute la théorie sur le KNN. Vous allez découvrir son fonctionnement complet ainsi que toute la théorie qui se cache derrière. Le K nearest neighbors ou KNN est un algorithme de machine learning assez simple permettant de résoudre des problèmes de classification et de régression. On va commencer par un problème de classification. Par exemple, on a des variables explicatives X où l'on a le nombre d'ouvertures d'email du client, le nombre de produits achetés et le panier moyen du client en question. On souhaite entraîner un modèle nous permettant d'estimer la variable Y qui est l'ouverture du prochain mail. Et l'idée, le KNN sera la flèche bleue ici qui nous permettra de passer de X à Y. Grâce à ce modèle, on espère que nos emails soient envoyés seulement aux personnes désirant lire les emails afin d'éviter d'ennuyer nos prospects avec des emails indésirables. Pour l'exemple suivant, on va réduire la dimensionnalité du problème en ne gardant seulement que le nombre d'emails ouverts et le panier moyen du client pour que ce soit plus facilement visualisable. Le KNN est un algorithme d'apprentissage supervisé paresseux. Il ne va pas vraiment s'entraîner, il va seulement conserver le jeu d'entraînement. Et pour estimer à quelle classe appartient une nouvelle donnée, il va seulement utiliser du coup ce jeu d'entraînement. Avec l'exemple suivant, ce sera plus parlant. On a une nouvelle observation en noir ici. On veut savoir à quelle classe elle appartient. On va commencer par déterminer les observations les plus proches du jeu d'entraînement. On va regarder dans quelle classe ils appartiennent et classifier notre nouvelle observation dans la même classe que celle-ci. On va prendre un nouvel exemple, par exemple ici. On repère à nouveau les voisins les plus proches et on estime la classe d'appartenance de la même manière. L'idée derrière cela est que des observations homogènes qui ont des valeurs proches auront tendance à avoir également la même variable cible. Donc, tous les nouveaux points près des observations bleues auront tendance à être bleus. Et tous les nouveaux points proches du cercle rouge auront tendance à être rouges. Comme nous n'avons pas besoin d'entraînement, on va passer directement à l'algorithme de prédiction de ce modèle. La première étape, même avant le sauvegarde du jeu d'entraînement, sera de déterminer K. K est le nombre de voisins que l'on souhaite prendre en compte pour la prédiction de nos nouvelles observations. K est donc un hyperparamètre à choisir en fonction du problème que l'on souhaite résoudre. Par exemple, si l'on a K égale 1, la classe affectée à la nouvelle donnée sera la même que son voisin le plus proche. La valeur de K a un impact considérable sur le comportement du modèle. Une valeur faible de K peut entraîner un surentraînement du modèle, tandis qu'une valeur élevée de K tend à lisser les valeurs des prédictions
puisqu'il s'agit de faire la moyenne des valeurs sur un plus grand nombre de voisins. Il faut tenir compte que si vos données contiennent des observations aberrantes ou bruitées, une valeur plus élevée de k permettrait d'obtenir un modèle plus robuste à des outliers. Si k est un nombre pair, on peut alors avoir des égalités. Et dans ces cas-là, que faire? On a 3 rouges, 3 bleus. Quelle classe on va choisir? Bleu ou rouge? On ne sait pas. Pour éviter ce problème, on donne toujours une valeur impaire à k. Maintenant que nous comprenons mieux comment choisir le nombre de voisins, il faut s'attarder à comment calculer la distance qui permettra de les sélectionner. Dans la majorité des cas, la distance utilisée sera la distance euclidienne. Elle a cette expression mathématique. Mais finalement, vous pouvez utiliser n'importe quelle métrique de distance qui sied mieux à votre problème. Par exemple, la distance de Manhattan ou celle de Minkowski. En fait, il en existe bien d'autres, donc à vous de voir dans votre problème laquelle est la plus adaptée. Vous pouvez utiliser par exemple celle du cosine, de Jacquard ou la Hamming distance, à vous de choisir. Chacune de ces distances ont leurs avantages et leurs défauts. Je ne peux pas dire a priori laquelle sera la meilleure pour votre problème. La seule chose que je peux vous recommander, c'est d'utiliser de base la distance euclidienne, donc par défaut, et si les résultats ne sont pas au rendez-vous, à vous de chercher si une autre distance se prêterait mieux à votre problème. Une chose très importante avant le calcul des distances est de standardiser les données. Dans un jeu d'entraînement quelconque, les différentes variables ne sont pas forcément à la même échelle. Donc, dans le calcul des distances, une variable qui aura une échelle plus grande peut prendre plus de place. Pour éviter cela, on va standardiser les données. C'est-à-dire qu'on va centrer et réduire en soustrayant par la moyenne et en divisant par l'écart type. Comme ça, toutes les données seront à la même échelle. Maintenant que nous savons comment choisir l'hyperparamètre k et que nous savons calculer les distances, il est temps de trouver les k plus proches voisins d'une observation. Par exemple, prenons cet exemple en noir ici. Si k égale 5, ce que nous voulons, c'est les 5 plus proches voisins de cette observation. Mais comment trouver les 5 plus proches voisins parmi toutes les observations disponibles? La manière la plus simple, c'est de calculer les distances avec toutes les observations et ensuite de garder seulement les 5 plus proches. Cette technique, bien que correcte, n'est pas très efficace. Elle demande un grand temps de calcul et plus notre jeu de données sera grand, plus les calculs seront nombreux. On appelle communément cette technique la technique brute force. Pour remédier à l'inefficacité de l'approche par brute force, il existe diverses structures de données à base d'arbres qui ont été inventées, notamment le KDO Tree. Je vous laisse lire l'article en profondeur si vous le voulez. Il y a également aussi le Ball Tree. Et à nouveau, je vous propose l'article associé. Ces structures tentent de réduire le nombre de calculs de distance en codant efficacement les informations de distance agrégées par groupe. Donc, sans rentrer dans tous les détails, l'idée ça va être de créer des structures de données homogènes. Par exemple ici, je vais créer un groupe bleu, un groupe orange et un groupe gris. Et chaque groupe donc aura du coup une moyenne qui correspond à la moyenne des observations dans ce groupe. L'idée, ça va être d'abord de calculer les distances entre notre nouvelle observation et le centre de ces groupes. Et ensuite, du coup, on supprime les autres groupes et on calcule seulement les distances avec les observations en interne de ce groupe. Comme ça, on réduit significativement le nombre de calculs pour savoir à quelle classe appartient notre nouvelle observation noire. Maintenant, il suffit d'attribuer la prédiction au nouveau point. Pour un problème de classification, on va compter combien d'observations se trouvent dans chaque classe. Ici, nous avons 3 voisins rouges et 2 voisins bleus. Notre observation sera donc prédite dans la classe rouge. Pour un problème de régression, c'est la même chose. Par exemple, si on essaye de prédire le prix d'une maison en fonction de la surface de chaque appartement, nous avons donc une nouvelle observation. On va d'abord trouver ses 5 plus proches voisins. Une fois trouvé, on va regarder le prix de ces 5 voisins. On va ensuite faire la moyenne de ces prix en sommant, puis en divisant par le nombre de voisins. Et donc on obtient ici 79K. Cette moyenne sera donc la prédiction du prix de notre nouvel appartement. C'est aussi simple que ça. Comme tous les modèles de machine learning, le K-Nearest Neighbors a ses avantages et ses inconvénients. Commençons par ses avantages. Il est facile à comprendre. Compte tenu de la simplicité et de la précision de ce modèle, il s'agit de l'un des premiers modèles de machine learning qu'un nouveau data scientist apprendra. Il est facilement adaptable. Au fur et à mesure que de nouveaux échantillons d'entraînement sont ajoutés, l'algorithme s'ajuste pour tenir compte de toutes les nouvelles données, puisque toutes les données d'entraînement sont stockées en mémoire. Il y a très peu d'hyperparamètres. Le KNN ne nécessite qu'une valeur de k et une métrique de distance, ce qui est relativement peu par rapport aux autres algorithmes de machine learning. Maintenant, passons aux désavantages. Le KNN ne scale pas très bien.
Le KNN est un algorithme paresseux, il a besoin de plus de mémoire et plus de stockage de données par rapport aux autres algorithmes de machine learning. Cela peut être coûteux d'un point de vue du temps de calcul et de l'argent dépensé dans les serveurs. Bien qu'il existe de nouvelles structures de données comme Boltree ou KD-Tree pour remédier à cette inefficacité de calcul, lorsqu'on arrive à un jeu de données trop grand et critique, il faudra passer souvent sur d'autres algorithmes de machine learning. Comme tous les algorithmes basés sur distance, ils souffrent de la malédiction de la dimensionnalité, ou en anglais Curse of Dimensionality. Cette malédiction signifie qu'il ne fonctionne pas bien avec de grandes dimensions de données. Quand on parle de grandes dimensions de données, on parle d'un jeu de données avec énormément de variables. En grande dimension, chaque observation se trouve très loin les unes des autres. Une fois que l'algorithme a atteint le nombre de variables optimales, l'ajout de nouvelles variables supplémentaires augmente le nombre d'erreurs de prédiction, surtout lorsque la taille du jeu de données est faible. Le modèle de KNN surentraîne facilement, surtout en raison de la malédiction de la dimensionnalité. Bien que les techniques de sélection de caractéristiques et de réduction de dimensions soient utilisées pour éviter ce phénomène est encore très présent. Vous avez maintenant toute la théorie du KNN, mais si vous n'appliquez pas vos nouvelles connaissances, vous allez vite les oublier. Pour moi, la meilleure manière de retenir un algorithme et de bien le comprendre, c'est de le coder from scratch avec Python. Ça tombe bien, c'est le sujet de la prochaine vidéo, on va recoder from scratch le KNN avec Python. A tout de suite. Dans cette vidéo, on va coder l'algorithme du KNN from scratch avec Python. Pour moi, c'est une des meilleures manières de maîtriser totalement un algorithme. Donc nous voilà dans le notebook, nous allons d'abord importer les packages dont on va avoir besoin pour implémenter notre algorithme, NumPy pour gérer nos objets mathématiques, je vais utiliser la fonction makeMoon de scikit-learn pour générer notre jeu de données. Vous voyez qu'on a deux spirales, une spirale violette et une spirale jaune. L'objectif est de créer un algorithme capable d'entraîner un modèle pouvant résoudre notre problème, c'est-à-dire séparer la spirale violette de la spirale jaune. On va commencer par créer notre classe et sa fonction d'initialisation. On peut voir que notre classe n'a pas besoin de beaucoup d'hyperparamètres, le seul qui est là c'est k, qui est le nombre de voisins à visiter pour prédire la variable cible d'une observation. Je vérifie que ma variable fonctionne correctement, et c'est le cas. Maintenant, passons à la partie entraînement du modèle. Normalement, c'est la partie qui nous prend le plus de temps dans ce type de vidéo. Pourtant, ici, le KNN est un algorithme fainéant. Il n'a pas à proprement parler d'entraînement. On va seulement se contenter de sauvegarder le jeu d'entraînement, les variables explicatives d'un côté, dans Explanatory Variable, et les variables cibles d'un autre côté, dans la variable Target Variable. Je lance ma fonction, je vérifie qu'elle fonctionne correctement. Ici, pour vérifier que mon entraînement fonctionne correctement, je vais seulement regarder la dimension des jeux de données. Leur valeur ne va pas m'apporter beaucoup d'informations. Tout est bon, on peut passer à la suite. On va maintenant parler de la fonction de prédiction qui sera divisée en 3 sous-parties. Pourquoi je crée plein de petites fonctions? Je vous conseille de faire ça quand vous développez en Python ou dans n'importe quel langage parce que plus vos fonctions sont petites, plus elles sont faciles à tester et moins il risque d'avoir d'erreurs ou de bugs dans votre code. On va commencer par la fonction Euclidean Distance qui nous permet de calculer la distance euclidienne entre deux vecteurs. L'intérêt également de séparer cette fonction est de pouvoir intégrer à la suite plusieurs distances différentes que l'on pourrait choisir au moment de l'initialisation de notre modèle. Comme je suis sympa, je vous ai rappelé ici l'expression mathématique de la distance euclidienne. Donc à quoi ressemble cette fonction? Elle ressemble à ça. Avec NumPy, c'est assez simple de l'écrire. On élève au carré la différence entre A et B, on somme le résultat auquel on applique une racine carrée. Ici, pour tester, on va appliquer notre fonction sur deux vecteurs initialisés avec des nombres aléatoires et on voit que la fonction fonctionne bien. Maintenant que l'on sait calculer la distance entre deux vecteurs, il nous faut trouver les k plus proches voisins. Ici, on va aller un peu plus loin en implémentant une fonction capable de retourner les valeurs de la variable cible des k plus proches voisins d'un vecteur. On va utiliser la fonction arcsort de NumPy qui va classer les indices des valeurs les plus faibles d'un vecteur. Ici, on prend les k distances les plus faibles d'un vecteur contenant les distances entre une observation et tout notre jeu d'entraînement. Ensuite, je vais chercher grâce à cet indice les valeurs cibles associées. Nous appliquons le calcul des distances entre le 19e exemple de notre jeu de test et notre jeu d'entraînement. Et ensuite, nous utilisons ce vecteur de distance dans notre fonction kNearestTargetValue. Cette fonction nous retourne bien les variables cibles de ses 5 plus proches voisins. La variable cible de notre observation de test est de 0. C'est également la valeur majoritaire des variables cibles de 5 plus proches voisins. Maintenant, essayons de visualiser notre observation en noir et 5 plus proches voisins en rouge. On peut voir où il se situe sur notre graphique. On peut voir que notre exemple se situe un peu loin de sa distribution d'origine, pour autant, il sera bien classifié par notre modèle. Nous avons maintenant un vecteur contenant les variables cibles de nos k plus proches voisins. Il nous faut écrire une fonction qui, en prenant ce vecteur, retourne la classe la plus présente dans ce vecteur. Cette fonction aura pour nom maxClass.
Cette fonction est plutôt simple à coder. Il suffit de compter la valeur de chaque classe de nos observations et de sélectionner la classe avec la plus grande fréquence. On va tester notre fonction. Ici, ce sera la classe 0 qui sera prédit, car elle est présente 4 fois sur 5 dans les plus proches voisins. Maintenant, nous avons toutes les sous-classes qui nous permettent de coder notre fonction predictClass. Finalement, la fonction predictClass, ce n'est rien de plus que ce que l'on a déjà codé dans la cellule de test précédente. On va d'abord calculer la distance euclidienne entre chaque exemple de notre jeu d'entraînement et notre exemple à prédire. Ensuite, on va déterminer parmi ces distances lesquelles font partie des cas plus proches voisins. Et enfin, grâce à maxClass, on va extraire la classe la plus fréquente des plus proches voisins. On va tester notre fonction sur le même exemple que précédemment. Et on obtient bien 0. Maintenant, on n'a plus qu'à utiliser la fonction predict qui utilisera predictClass pour chacun des exemples de notre jeu de test. Maintenant, testons notre fonction predict. On voit qu'on retrouve bien 50 prédictions pour chacun de nos exemples passés en entrée de la fonction. Maintenant, regardons graphiquement ce que ça représente. Si l'on regarde graphiquement nos prédictions par rapport aux données de entraînement, on peut voir qu'il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur. On va quand même calculer une métrique de performance pour en être sûr. On voit qu'en utilisant l'accuracy, on voit qu'on a un taux de bonne prédiction de 100%, ce qui valide notre hypothèse. Félicitations, maintenant on a bien une classe, un algorithme permettant d'entraîner des modèles de KNN pour la classification, et qui permet aussi de prédire des résultats avec une bonne performance. C'est tout bon pour la partie classification, mais dans la foulée, je vais vous faire la partie régression, car ça ne change pas grand chose à la fonction. Pour la partie régression, il a juste à supprimer la fonction maxClass, car si on ne travaille plus avec des classes. Il faut également remplacer la fonction predictClass par la fonction predictAverage. On va juste remplacer dans cette fonction l'utilisation de la fonction maxClass par la fonction npmin. npmin permet de calculer la moyenne des variables cibles des cas plus proches voisins. Testons notre classe sur des données générées. On visualise les données d'entraînement en violet clair et les données de test en violet foncé. On initialise notre modèle, on l'entraîne et on l'applique sur les données de test. Maintenant, regardons graphiquement les performances de notre modèle. On peut voir que d'après le graphique, que les exemples prédits se rapprochent bien plus de la moyenne que les données originales. C'est cohérent avec le fait que la donnée prédite sera la moyenne des données de ces cas plus proches voisins. Donc les données prédites n'auront pas l'occasion de sortir bien loin de la distribution originale des données d'entraînement. Si on calcule une métrique de performance, on peut voir que le modèle a un R carré de 0,83. Ça veut dire que le modèle comprend 83% de la variance expliquée. C'est tout pour l'implémentation du KNN from scratch. C'était intéressant de le coder d'un point de vue pédagogique pour bien le comprendre et bien comprendre comment il fonctionne. Par contre, si vous voulez utiliser ce modèle en entreprise, le code que je vous ai présenté n'est pas optimisé. Il faudra utiliser la librairie scikit-learn qui a été très optimisée et où les modèles de machine learning peuvent être mis simplement en production. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser les fonctions de KNN avec scikit-learn pour que vous puissiez utiliser cet algorithme dans vos projets pro comme perso. Pour entraîner vos modèles dans un contexte professionnel, il va falloir utiliser des librairies spécialisées. Le package à utiliser en Python, c'est scikit-learn. Il permet l'entraînement de n'importe quel modèle de machine learning classique. Souvent, le problème pour les débutants, c'est que ces fonctions proposent plusieurs arguments, plusieurs paramètres. Il n'est pas toujours évident de choisir les valeurs de chacun de ces arguments. Si vous utilisez les valeurs par défaut ou des valeurs aléatoires, c'est rarement une bonne idée. Vos modèles seront au mieux moyens, au pire inutilisables. Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble comment utiliser la fonction KNN de scikit-learn pour la classification. Je ne ferai pas de vidéo pour la fonction de KNN pour la régression car les fonctions sont totalement similaires. Si vous souhaitez résoudre des problèmes de régression, vous pouvez également suivre cette vidéo. Je vais vous expliquer les différents paramètres et attributs pour que vous puissiez entraîner les modèles les plus performants possibles. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien directement dans la description ou directement sur le site ai4u.fr avec une version online de la formation. Sans plus de transition, plongeons dans le code. Nous voilà dans le notebook. Dans cette vidéo, on va alterner entre ce notebook pour utiliser la fonction de scikit-learn et la documentation de scikit-learn, pour être sûr que vous comprenez tous les différents paramètres et attributs que la fonction vous offre. On va commencer par importer le package et générer le jeu de données sur lequel on va tester notre fonction. Maintenant, nous allons normaliser les données afin qu'on soit sûr que toutes les variables soient sur la même échelle. Si vous ne normalisez pas vos données, lors du calcul de distance, les variables avec les plus grandes valeurs seront plus prises en compte que les autres. Et c'est pas vraiment ce que l'on veut. Maintenant que nos données sont prêtes, on va utiliser la fonction de scikit-learn pour entraîner votre premier modèle de KNN. Dans scikit-learn, l'utilisation des modèles, c'est toujours de la même façon. On va d'abord initialiser notre modèle. Ici, je ne passe aucun hyperparamètre, donc j'utilise les hyperparamètres de la fonction par défaut. Ici, je passe à l'entraînement modèle avec la méthode .fit, qui ici signifie la sauvegarde de mon jeu d'entraînement dans l'objet.
Maintenant que mon modèle est entraîné, je peux utiliser la méthode .predict pour appliquer mon modèle entraîné sur de nouvelles données. Donc comme j'ai dit, cette mécanique est commune à tous les modèles que vous pourrez trouver dans scikit-learn. Maintenant, passons à quelque chose de spécifique à cette fonction, c'est-à-dire les différents hyperparamètres que vous aurez à prendre en compte lors de l'initialisation de la fonction knn. Commençons par le paramètre nNeighbors. Ce paramètre contrôle le nombre de voisins que l'on va devoir consulter pour effectuer la prédiction, c'est-à-dire le cas du knn. Il faut choisir toujours un cas impair afin de ne pas avoir d'égalité dans la classification d'un exemple. Plus le cas sera petit, plus on va tendre vers l'overfitting. Imaginons ici un exemple avec k égale 1. Je vais entraîner mon modèle et je vais l'appliquer. Les exemples un peu trop loin de leur distribution ne seront pas correctement classifiés. Si au contraire je prends un cas très grand, je vais faire tendre mon modèle vers l'underfitting. Ici, imaginons que j'entraîne un modèle avec un k égal à 91, quel est l'impact sur mon modèle? On peut voir que toutes les observations au centre seront mal classifiées, car le modèle moyennise sur trop d'exemples. Il faut donc faire varier k pour choisir celui qui nous donnera de meilleures performances sur notre jeu de test. Ni trop petit, ni trop grand. Imaginons ici, j'entraîne un modèle avec k égale 7. On voit que l'entraînement est plutôt correct. Il y a seulement une donnée qui a été mal classifiée. Passons maintenant au paramètre weights. C'est un paramètre qui est intégré à tous les modèles de machine learning. Il permet de donner des poids différents aux observations d'un jeu de données. Par défaut, la valeur est uniforme, car chaque exemple a un poids équivalent. Habituellement, à part si vous êtes dans un cas où vous ne voulez absolument pas avoir d'erreur de classification sur certains exemples, ce paramètre n'est pas utilisé. Ici, c'est un peu différent. Vous pouvez pénaliser les observations en fonction de la distance qu'il y a avec votre cible. Plus un voisin sera loin de l'observation, plus son poids dans la prédiction diminuera. Ce principe peut avoir une utilité si vous voulez accentuer les poids des classes les plus proches de votre voisin dans la prédiction. Par exemple, nous prenons cet exemple en rouge et nous voulons savoir s'il appartient à la classe violette ou jaune. Dans le cas où chaque exemple a le même poids, il sera prédit jaune car il y a 3 classes jaunes et 2 violettes dans ses voisins. Par contre, si j'ajoute weight égale distance dans l'initialisation du modèle, on peut voir que le point rouge sera prédit dans la classe violette, car les points violets sont plus proches de notre point rouge que les points jaunes, donc ils auront plus de poids dans la prédiction. Passons au paramètre algorithm. Le paramètre algorithm permet de choisir la stratégie de calcul des cas plus proches voisins. Il y a la valeur brute, qui consiste à calculer la distance en mode brute force. C'est la stratégie que l'on a adoptée lorsqu'on a codé from scratch le knn. Pour chaque prédiction, on calcule une à une toutes les distances avec le jeu d'entraînement. Cette façon de calculer les distances demande un temps considérable lorsque l'on a un grand jeu de données. Par exemple, si l'on simule 100 000 données pour le jeu d'entraînement et 10 000 données pour le jeu de test, et que l'on regarde le temps d'entraînement, on peut voir qu'on a un total de 24,8 secondes pour l'entraînement et l'application du modèle sur notre jeu de test. Pour contourner ce problème, il existe 2 algorithmes intégrés dans scikit-learn, balltree et kdtree, qui permettent de créer des feuilles intermédiaires avec lesquelles calculer des distances, afin de ne pas calculer les distances avec tous les exemples du jeu d'entraînement. Si on entraîne notre modèle avec ces stratégies, on voit que le temps d'exécution est plus proche de la milliseconde que de la seconde, donc le temps gagné est considérable. Je vous conseille de laisser ce paramètre à auto et de ne pas s'embêter avec celui-là. Par défaut, le paramètre est donc à auto, c'est-à-dire que le modèle choisit l'algorithme de calcul des distances en fonction du jeu d'entraînement. On va continuer avec le paramètre leaf-size. Leaf-size est un paramètre en lien avec le paramètre précédent algorithm. Il n'est utile que lorsqu'on l'utilise en algorithme kdtree ou balltree. Leaf-size permet de déterminer la taille de la feuille rassemblant nos exemples. Plus la feuille est grande, moins on aura de calcul avant d'entrer dans la feuille. Mais une fois dans la feuille, plus on aura de calcul de distance entre notre observation et les jeux d'entraînement de la feuille. Donc il peut être contre-productif d'avoir de trop grandes feuilles. Par exemple ici, si je génère 1 million d'exemples pour le jeu d'entraînement et 100 000 pour le jeu de test, ici j'utilise kdtree avec un leaf size de 10, ici leaftree avec un leaf size de 1000, on voit qu'avoir un leaf size trop grand dessert notre stratégie. Dans tous les cas, il faut avoir une feuille au moins aussi grande que notre nombre de voisins à visiter. À part si vous avez de gros problèmes de performance, je vous conseille de garder le paramètre par défaut, qui est de 30, et de ne pas s'embêter avec ça. Maintenant passons au paramètre metric. Metric permet de choisir avec quelle formule on calcule la distance entre nos observations et notre jeu d'entraînement. Vous pouvez même créer vos propres fonctions de distance et l'insérer dans votre modèle. Par défaut, la distance utilisée est la distance de Minkowski. Sauf recommandation spécifique en relation avec votre problématique, je vous conseille de garder la formule par défaut. Le paramètre suivant est P. P permet de choisir la puissance de la formule de Minkowski vue dans le paramètre précédent. Sauf recommandation spécifique en relation avec votre problématique, je vous conseille de garder la valeur par défaut de P qui est 2. Ce qui revient à utiliser la distance euclidienne entre vos observations du jeu de test et votre jeu d'entraînement. Maintenant passons au paramètre metric params.
Metric Params permet de passer des paramètres à votre fonction de distance dans le cas où vous choisissez une fonction créée par vos soins. Si vous choisissez la formule par défaut, ce paramètre ne vous concerne pas. Donc là, dans la plupart des cas, vous n'utiliserez pas ce paramètre. Le dernier paramètre se nomme nJobs. nJobs permet de déterminer combien de cœurs sera alloué à votre calcul. Plus le nombre de cœurs est élevé, plus la prédiction sera rapide. Si vous spécifiez nJobs égale -1, scikit-learn prendra tous les cœurs disponibles pour effectuer la prédiction. Si vous êtes sur des serveurs ou que votre ordinateur tient le coup, je vous conseille de toujours utiliser nJobs égale -1 afin de diminuer le temps de calcul. Maintenant passons aux attributs. Les attributs permettent d'avoir accès à des informations du modèle une fois qu'il a été entraîné. L'attribut classe nous retourne les classes de notre modèle, ici 0, 1. L'attribut effective metric retourne la fonction de distance utilisée pour la prédiction, ici la distance euclidienne. L'attribut effective metric params retourne les paramètres de la fonction utilisée pour le calcul des distances dans notre modèle. Ici, nous n'avons passé aucun paramètre particulier. L'attribut enFeatureIn retourne le nombre de variables de notre jeu d'entraînement, ici nous en avons 2. L'attribut featureNameIn retourne les noms associés à nos variables. Dans notre exemple, il n'y a pas de nom associé à nos variables, donc le modèle n'en a pas. L'attribut nSampleFit retourne le nombre d'observations présents dans le jeu d'entraînement, ici 100. Le dernier attribut output2d retourne true si notre classifieur est binaire et false si nous avons plus de 2 classes. Voilà, c'est fini pour la fonction de KNN avec scikit-learn. C'est également terminé pour cette série de vidéos sur les KNN. Vous êtes maintenant un pro de ce modèle qui est le modèle le plus simple du machine learning. Si vous voulez continuer à en apprendre plus sur les différents modèles de machine learning, je vous conseille de suivre la série de vidéos sur les modèles linéaires. Les premiers modèles de régression linéaire et régression logistique sont peut-être un peu plus complexes que le KNN, mais ils restent relativement simples. Et tout au long de cette série, on complexifie jusqu'à voir le support vector machine, qui est un modèle assez complexe, mais assez performant. Je vous conseille de suivre cette formation parce que les modèles linéaires font partie des plus utilisés en machine learning. Allez, on se retrouve de l'autre côté.